Juillet 1938. L'Allemagne nazie vient d'annexer l'Autriche. Les menaces d'une nouvelle guerre mondiale approchent. À Paris, la visite du couple royal d'Angleterre espère impressionner Hitler en réaffirmant l'alliance franco-britannique. Le roi George VI et le président Albert Lebrun croient encore maintenir une paix illusoire. Au Louvre, Jacques Jaujard, sous-directeur des musées nationaux, accueille le cortège officiel. Limousine, queue de pie et chapeau à voilette, malgré le protocole et les sourires de circonstance, Jacques Jaujard est inquiet. Depuis des mois, il ne croit plus en la paix et prépare, dans l'ombre, ce qui deviendra le plus incroyable plan d'évacuation de la Deuxième Guerre mondiale. Jaujard est l'illustre inconnu qui a sauvé du pillage nazi tous les chefs-d'œuvre qu'abrite encore le Louvre aujourd'hui. Regardez-le bien. Les images de lui sont rares. Les grands résistants ont le goût du secret et M. Jaujard est un héros très discret. Pas besoin de vous faire un dessin. Quoique... Pour Jacques Jaujard, chaque œuvre porte en elle la beauté d'une civilisation dont elle est la mémoire. Chaque trésor est l'œuvre d'un homme, le témoignage intact de son génie et de son temps. La Joconde, le scribe accroupi, la Vénus de Milo ont traversé les âges et sont l'héritage commun de l'humanité. Pour lui, perdre ce patrimoine serait perdre notre âme et notre identité. Diriger, c'est prévoir et il prévoit le pire. Il sait que cette guerre que prépare l'Allemagne sera une guerre totale. Il craint les pillages et les bombardements. Contre ces deux menaces, une seule mesure s'impose, l'évacuation de tous les musées nationaux. Projet monumental. Les peintures, sculptures et antiquités réclament chacune un soin délicat. Leur transport à lui seul est déjà un gros risque. En septembre 1938, malgré les accords de paix signés à Munich, Jaujard reste en alerte. Ces accords ne sont qu'un sursis. Alors que l'Europe baisse la garde, le Louvre est sur le pied de guerre. Sur ordre de Jaujard, une centaine d'employés s'exercent déjà à évacuer les œuvres selon le plan précis qu'il a élaboré avec René Huyghe, le conservateur en chef du département des peintures. La chance a voulu qu'il y ait eu 38 avant 39. C'est-à-dire une répétition dans des circonstances non catastrophiques. Vous comprenez ? Alors à ce moment-là, ça a permis d'avoir une technique d'évacuation. Une technique d'évacuation dont Jaujard à présent connaît tous les rouages. 11 mois plus tard, il sait que la signature du pacte de non-agression germano-soviétique amorce le compte à rebours d'un désastre imminent. Le 25 août 1939, 10 jours avant que la France entre en guerre, il fait fermer le Louvre. Dans la soirée, 800 toiles sont retirées de leur cadre. Des pastilles de couleurs collées au dos de chaque tableau en déterminent l'ordre d'évacuation. Jaune pour la plupart des collections, vert pour les œuvres majeures et rouge pour les trésors les plus précieux. La Joconde, star du casting, est flanquée de 3 pastilles rouges. Des caisses de bois blanc compartimentées deviennent l'écrin de plusieurs toiles blotties les unes contre les autres pour amortir les chocs d'un voyage dont Jaujard ignore la durée. En 3 jours, 200 personnes emballent plus de 4000 chefs-d'œuvre. Un travail colossal, accompli par le personnel du musée et les élèves de l'école du Louvre, avec le renfort des employés des magasins de la Samaritaine. Mais pour les tableaux de grand format, les opérations se compliquent.
Comment déplacer sans accident les noces de Cana de Véronèse? 7 mètres de hauteur sur 8 mètres de large. Jaugeard fait enrouler la toile sur un cylindre, mais d'autres peintures au vernis trop fragile sont à peine transportables. Les conservateurs n'ont pas le choix. Le radeau de la Méduse, les croisées d'Eugène Delacroix et les monumentaux Rubens doivent être déplacés dans leur cadre et à la verticale. Jour et nuit, Jaugeard fait l'inventaire des œuvres et réquisitionne des centaines de camions. Les grandes toiles sont chargées sur les remorques à décor de la Comédie Française. La Joconde voyage en brancard d'ambulance avec suspension élastique. Jaugeard lui donne un code secret, le vrai Da Vinci Code. Au conservateur responsable, il écrit « Mon vieux, je vous signale que le camion Chenu, 5 rue de la Terrasse, Paris 17e, 2162 RM2, contient une caisse marquée MN en noir, mais sans lettres ni numéro rouge du département. Cette caisse contient la Joconde. Il faut faire compléter la marque. Faites-la marquer LP0 en rouge. » Mais le Louvre n'abrite pas que des peintures. La bibliothèque et les archives du musée remplissent déjà 400 caisses. Les statues, les antiquités grecques, romaines et égyptiennes, tous les dessins, les tapisseries et les meubles sont minutieusement emballés. Au total, 203 véhicules évacuent 1862 caisses. Destination, le château de Chambord, à 160 km au sud de Paris. Tout un peuple de dieux, de faunes et de rois prend la fuite à la vitesse moyenne de 40 km/h. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement fou qu'on ait pu mettre le radeau de la Méduse directement dans un camion sans caisse. Enfin voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a un problème de hauteur, et donc lorsque le convoi est parti, il est arrivé à Versailles et le tableau s'est pris dans les fils du tramway, occasionnant un court-circuit qui a plongé la ville dans l'obscurité. Du coup, ce premier convoi a été arrêté à Versailles, on a tout mis dans l'orangerie et on a fait un vrai calcul d'itinéraire en vérifiant les lignes de téléphone, les viaducs de chemin de fer, etc. Et puis quand il y avait un pont, mon mari prenait la perche, il regardait, prenait son téléphone et il téléphonait à l'équipe du Louvre en disant « Non, non, vous ne pouvez pas prendre cette route-là parce que là, il y a un pont. » Ça s'est passé comme ça, vraiment. C'était très folklorique. Jaugeard escorte les convois et réquisitionne d'autres châteaux. Même les vitraux des cathédrales de Strasbourg, Chartres, Rouen et Amiens sont mis en caisse avec tous les trésors des musées de province. 10 jours plus tard, alors que l'Allemagne envahit la Pologne, la victoire de Samothrace, 2,75 m de marbre blanc, descend lentement le grand escalier d'Aru. C'était hallucinant. Il y a des gens qui avaient la tête, qui ne voulaient pas regarder, parce que si la Samothrace était tombée, vous imaginez, elle était brisée en 1000 morceaux à l'arrivée en bas. Le 3 septembre 1939 à 15 h, la Samothrace est le dernier chef-d'œuvre évacué du Louvre. Le même jour à la même heure, la Seconde Guerre mondiale éclate. Cette première évacuation est une réussite. En décembre, Jaugeard est nommé directeur des musées nationaux. Il a 44 ans. Six mois plus tard, après la défaite de l'armée française, les troupes allemandes envahissent Paris. Jaugeard a un coup d'avance et croit pouvoir le conserver. Le 23 juin 1940, Hitler arpente la capitale et savoure sa victoire.
Dans les rues, les civils, par peur, mépris ou honte, baissent les yeux face aux envahisseurs qui surnomment Paris la ville sans regard. C'est dans cette ville sans regard que le 16 août 1940, Jacques Jaujard doit recevoir l'officier allemand chargé de prendre le contrôle de tous les chefs-d'œuvre de la France occupée. Ce tête-à-tête avec l'ennemi a lieu au Louvre. Jaujard, haut fonctionnaire d'un État en déroute, accueille le comte Wolf Metternich, militaire et grand amateur d'art aux ordres d'une Allemagne avide de conquête. Face au vainqueur, le directeur reste de marbre. Dans son journal, il écrit « Après une grande peur, l'homme est disponible pour le meilleur ou pour le pire. Choisissons-nous notre cause. Nous ne choisissons pas notre ennemi. » Les deux hommes se toisent. Dans une ville sans regard, se toiser, c'est déjà beaucoup. Wolf Metternich déclare avec ironie qu'il est heureux de saluer un haut fonctionnaire à son poste. Diriger, c'est prévoir. Jaujard avait prévu. Depuis 4 ans, Hitler rêve d'un musée à sa démesure dans la ville autrichienne de Linz. Ce musée est un caprice, dont il a lui-même dessiné les plans. Le vol organisé des œuvres destinées à ce projet monumental galvanise une meute de rabatteurs chargés d'un pillage méthodique. Une meute dont Wolf Metternich porte officiellement l'uniforme. Mais c'est dans un Louvre vide que Jacques Jaujard escorte Wolf Metternich. Disparu la Joconde et le scribe accroupi. Plus rien, à part de la poussière, des œuvres de réserve et de vieux clous au mur. Pourtant, l'officier allemand semble soulagé de découvrir un musée vide. Tout homme gagne à être mieux connu. Il est souvent meilleur qu'on ne pensait, et toujours plus malheureux. Peut-être Wolf Metternich est-il rassuré de savoir les œuvres en lieu sûr. Jaujard ne dissimule rien. La transparence est son arme. C'est avec l'inventaire complet des œuvres et leur localisation que Wolf Metternich sort du bureau de Jaujard. Il lui a tout confié. Mais avait-il le choix? Non, il n'a pas le choix. En donnant ce gage de bonne foi, je crois que le courant ne peut que passer entre les deux hommes. Parce que Metternich n'est quand même pas le premier venu. Wolf Metternich, 46 ans, est un soldat atypique. Professeur à l'université des Beaux-Arts de Bonn. Cet ancien combattant de la guerre de 14-18 n'est pas membre du parti nazi. Dès son arrivée à Paris, il applique à la lettre l'intitulé du service que l'armée lui a confié, le Kunstschutz, la commission de protection des œuvres d'art. Protéger les œuvres contre tout ce qui pourrait leur nuire, même si la menace vient de son propre camp. Le 15 juillet 1940, Hitler ordonne à l'État français et aux particuliers de déclarer tous les objets d'art en leur possession et interdit qu'ils soient déplacés jusqu'aux négociations de paix finale. Pourtant, le nazi Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris, en charge de cette ordonnance, réclame la saisie de toutes les collections. Mais les musées sont vides et leur contenu en lieu sûr. Furieux, Otto Abetz exige leur retour immédiat. Wolf Metternich, flairant la menace, se réfère au texte d'Hitler et rappelle à Otto Abetz qu'aucun objet d'art ne doit être déplacé jusqu'aux négociations de paix finale. Comme l'Allemagne est encore en guerre,
aucune œuvre ne doit bouger. Rassuré par l'intervention de Wolf Metternich, Jaujard devine que ce conservateur amoureux des arts est un allié providentiel. Il reste pourtant vigilant et garde ses distances. Presque toutes nos pensées sont à double fond. J'ai passé une partie de ma vie dans la dissimulation. Quand on m'ennuyait, je ne l'ai jamais laissé voir. Il était l'ambassadeur type. Vous voyez, quand on imagine un ambassadeur, on imagine un monsieur dont la figure ne change pas beaucoup, qui parle peu. Il parlait très peu, Jaujard. Et il avait l'air un peu sévère, ça c'est vrai. C'est son côté probablement protestant, mais c'était un diplomate de première bourre. Ancien journaliste autodidacte, il est remarqué en 1922 par le président du Conseil, Paul Painlevé, qui l'engage comme chef de cabinet et lui conseille 4 ans plus tard d'entrer aux musées nationaux. Dès 1938, en pleine guerre d'Espagne, il organise à Madrid l'évacuation des peintures du musée du Prado et les met à l'abri en Suisse. Un premier succès qui révèle déjà son génie visionnaire. Il va se rendre au péril de sa vie sur des routes qui sont mitraillées par les aviations ennemies. Et je reconnais là son sens de la rigueur et de son amour à la protection d'un patrimoine. Même s'il n'est pas français, il fait partie du patrimoine de l'humanité. Si les collections du Louvre sont d'abord stockées à Chambord, Jaujard, à présent, en ordonne la dispersion. Il réquisitionne d'autres châteaux, perdus en pleine campagne, loin des zones de bombardement. Ces châteaux, bâtis en pierre de taille, réduisent aussi les menaces d'incendie. Pour les œuvres et leurs gardiens, la dispersion est dangereuse. Le maréchal Pétain vient d'accepter que la France soit divisée en 2 zones. Jaujard doit d'ailleurs faire face à un nouvel ennemi, son propre gouvernement installé à Vichy. Mais il rassemble encore ses hommes et trouve des camions pour transporter les collections en zone libre. Sur des routes encombrées de réfugiés en fuite et sous les tirs de l'aviation ennemie, ces nouveaux convois traversent de justesse la ligne de démarcation. Jaujard conserve un coup d'avance. Les antiquités égyptiennes ont maintenant trouvé refuge dans un château du Gers. La stèle du roi serpent, la statue de la chatte basse-tête et le scribe accroupi sont même à l'abri des regards dans leur sarcophage de bois blanc. C'était extraordinaire, c'était la célébration de l'invisible. On était devant une caisse en bois blanc et on me disait, tu vois, ça c'est le scribe accroupi. Et je le croyais. J'avais raison, mais j'avais du mérite parce que je voyais rien. Je voyais du bois blanc. Mais les dangers se multiplient. L'humidité sournoise attaque les peintures et le feu reste une menace. Alors que tout déplacement est risqué, les conservateurs parviennent à transporter en zone libre des appareils de mesure d'hygrométrie et des autopompes à incendie. À la demande de Jaujard, les gardiens s'entraînent tous les jours à lutter contre un feu éventuel. Pour éviter les variations de température qui dévastent les toiles, on leur installe le chauffage en hiver et des ventilateurs en été. Le 29 septembre 1940, sur ordre de l'Allemagne, le Louvre rouvre ses portes. Aucune caisse n'est revenue des dépôts. Les œuvres présentées aux soldats allemands en permission sont celles que Jaujard avait laissées sur place. La Diane chasseresse et la Vénus exposées ne sont que des copies en plâtre. Mais diplomatiquement,
les apparences sont sauves. À l'inauguration, visage fermé, main dans le dos, Jaugeard sert de guide à une poignée d'officiers, tandis que dans son discours, Wolf Metternich leur rappelle l'immense valeur humaine que représente chaque chef-d'œuvre. On dit de chaque côté, il y a des héros et des perfides. Et en effet, il y a de part et d'autre des héros et des perfides. C'est une victoire sur soi-même que s'être fait comprendre. Le 30 octobre 1940, Pétain invite officiellement la France à tendre la main à l'occupant. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Pour les collections privées, le désastre s'annonce. Avec la liste de tous les objets d'art déclarés, l'ambassadeur Otto Abetz, que Wolf Metternich avait mis hors d'état de nuire, pourrait bien tenir sa revanche. Il ordonne une première perquisition chez les principaux marchands d'art et amorce un pillage méthodique. Très vite, les citoyens juifs sont destitués de leurs droits et leurs biens sont spoliés. Meubles, bijoux, objets d'art, rien n'est épargné. La spoliation des œuvres est confiée aux troupes du gouverneur du Reich, Alfred Rosenberg. Cette commission Rosenberg, baptisée ERR, obéit aux ordres d'Hitler. À 2 pas du Louvre, le musée du jeu de paume est réquisitionné pour servir d'entrepôt. Jaugeard ne peut que céder. L'accès au jeu de paume est livré aux Allemands. Les Allemands, tout simplement, dans ces locaux qu'ils occupent, ils ont besoin d'une logistique quotidienne. Donc ils ont besoin qu'on leur change les ampoules, ils ont besoin qu'on leur vide les poubelles. Et donc ils ne peuvent pas, de ce point de vue-là, se passer d'un certain nombre de personnel français. Et c'est comme ça que Jaugeard arrive à garder un œil sur le séquestre du Louvre ici, et plus encore au jeu de paume, où Rose Valland est maintenue officiellement, parce que c'est une espèce de gardienne de maison, quoi, qui fait tourner la boutique. Et en réalité, elle peut du coup se livrer à une véritable opération d'espionnage. Rose Valland parle l'allemand. Sur ordre de Jaugeard, au péril de sa vie, elle note au jeu de paume tout le trafic qu'elle y observe. Apprentie conservatrice, elle sait identifier les œuvres stockées par les nazis avant leur transport en Allemagne. Rien n'échappe à Rose Valland, pas même les visites d'un ogre de 125 kilos, le redoutable Hermann Göring. Avec Göring, Jaugeard voit entrer en scène la plus terrible des menaces. Confident d'Adolf Hitler, commandant en chef de l'armée de l'air, Hermann Göring se décrit lui-même comme la réincarnation nazie d'un seigneur de la Renaissance. Grand amateur d'art, il collectionne avec frénésie les toiles de maître, les pierres précieuses et les animaux exotiques. Bague à poison au doigt, accro à la morphine, il traverse les pays occupés dans un train chargé de ses trésors de guerre. Dès novembre 1940, Göring empoigne au jeu de paume des toiles de Matisse, Rembrandt, Vermeer, Renoir et décide sur le champ de faire de l'ERR son propre service commandé. Göring est un rapace dont l'appétit n'est jamais assouvi. C'est un prédateur sans vergogne qui vient au musée du jeu de paume où sont entreposées toutes les collections d'art moderne déjà, et puis aussi les collections juives, et où il vient purement et simplement, tout banalement, faire son marché. Il entre, il prend, il s'en va. La convoitise de Göring ne connaît qu'une limite, celle d'Hitler pour qui les collections privées restent prioritaires. Pour les collections publiques conservées par Jaugeard et protégées par le droit international, le Reich semble attendre un triomphe total pour en disposer librement. Pourtant, Joseph Goebbels, l'influent ministre de la propagande nazie, convoque Wolf Metternich à Berlin en 1941. Goebbels l'accuse d'intelligence avec l'ennemi
et exige le transfert immédiat des dépôts français en Allemagne. Wolf Metternich, diplomate, parvient à le convaincre que rien ne presse et que transporter un tel trésor en pleine guerre serait une folie qui pourrait le détruire. Wolf Metternich gagne du temps. Malgré les convoitises du Reich, la conservation des œuvres reste sa priorité. Dans la politique à long terme de l'Allemagne et dans le Reich tel qu'il l'imaginait, la France ne disparaissait pas. Et en fait, elle avait deux missions essentielles. D'un côté, l'agriculture, mais d'autre part, devenir un peu ce que Goebbels avait appelé le Luna Park de l'Europe. Donc devenir une sorte d'immense lieu touristique pour les Allemands. Et de ce point de vue-là, évidemment, ils n'avaient pas intérêt à dépouiller ce Luna Park de ses attractions intéressantes et en particulier de tout son patrimoine. Au jeu de paume, les troupes allemandes pillent à tour de bras. En zone occupée, même les trésors des collectionneurs juifs dissimulés dans les dépôts sont saisis. Ici, ni Jaugeard ni Wolf Metternich ne peuvent faire jouer le droit contre la loi du plus fort. Sous la surveillance clandestine de Rose Valland, l'ERR spolie 22 000 œuvres d'art. Parmi elles, beaucoup de toiles modernes que les nazis qualifient d'art dégénéré. Ces œuvres, objets d'un trafic qui fait la fortune du Reich et du marché de l'art corrompu, sont mises en quarantaine dans une salle isolée. Rose Valland baptise ce local la salle des martyrs. Le 23 juillet 1943, sur la terrasse du jeu de paume qui longe la Concorde, l'ERR commet l'irréparable. 600 tableaux sont lacérés et brûlés dans un auto-da-fé. Des Picasso, des Picabia, des Miro, des Dali, des Masson, des Ernst, Kissling et Klee. 600 toiles sont jetées dans un même brasier. Impossible de rien sauver, écrit Rose Valland dans le rapport secret qu'elle rédige à Jaugeard. Elle ne peut rien faire qu'observer. Elle voudrait bien. Elle a commencé d'ailleurs à noter sur son calepin le numéro de certaines caisses, le numéro de tableaux, mais rapidement, il lui interdit de faire ce genre de travail. Je dirais que c'est une espionne dans l'ombre. En hiver 1942, au dépôt de Locdieu, l'humidité attaque les peintures. Il faut quitter les lieux. Jaugeard, toujours accompagné de son épouse, convoque à nouveau des camions, trouve un autre dépôt et rassemble ses troupes. Sur les routes, en amont des convois, des bûcherons élaguent les platanes et des techniciens détournent les lignes électriques pour laisser un passage aux toiles de grand format. Pour la troisième fois depuis qu'elle a quitté le Louvre, Mona Lisa déménage. Direction le musée Ingres à Montauban. Pour les employés des musées, l'exode n'a rien d'une vie de château. Malgré les salaires versés par Jaugeard, la faim et le froid les tenaillent. Le personnel des musées nationaux, à Sourches, déracine les rosiers de Madame la Duchesse pour y planter quoi? Des pommes de terre. Parce que, figurez-vous que musées nationaux, pour eux, ça a été dérivé en mal nourris. Voilà un des problèmes auxquels se trouve confrontée l'administration des musées nationaux. En hiver 1942, 6 mois après la rafle du Veldiv, la déportation des Juifs s'organise. Dans cette lettre de Noël, écrite en pleine barbarie, Jaugeard encourage ses hommes. Pour conserver, pour protéger cet immense trésor qui nous a été confié, nous avons eu à veiller, à agir, à lutter. Nous l'avons jusqu'à ce jour maintenu à l'abri de tous les dangers. Maintenir. Quelle belle devise pour des jours d'épreuve. Les difficultés que nous avons surmontées ne sont peut-être pas comparables à celles que nous devrons affronter. Vous montez la garde autour des chefs-d'œuvre qui appartiennent à la nation. Transmettre ces chefs-d'œuvre aux générations qui nous suivent,
tel est le devoir. Dans l'accomplissement de ce devoir, chacun de vous a sa part de mérite. Novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre. Le musée Ingres de Montauban se retrouve aussitôt en pleine zone de combat. Mais Jaugeard anticipe. Avec l'accord de Wolf Metternich, tous les tableaux sont transportés dans des châteaux du voisinage. Lorsque les transferts s'interrompent, les conservateurs peuvent ouvrir les caisses et sortir les peintures que même l'obscurité menace. Les tableaux de Poussin, Millet et de Rubens peuvent enfin s'aérer dans cette pleine nature dont ils sont les répliques. Parfois, pour les enfants des gardiens, avec la complicité de René Huyghe, quelques rencontres s'improvisent. Il nous a emmenés dans la chapelle et on l'a suivi comme Hans le joueur de flûte, comme des petits rats. Et là, on avait dans un endroit très protégé et il a ouvert, on était petits, mais on a tous reconnu la Joconde. Ah! Et c'était fantastique. Puis il l'a refermée, il l'a mise au secret et on n'en a plus parlé. Dans les dépôts, on sait se faire discret, mais les gardiens emménagent en famille et leurs enfants sont inscrits à l'école voisine. Les villageois savent bien qu'un trésor est caché dans ces châteaux inaccessibles. Complices, ils veillent à leur manière. Un jour d'été 1943, au dépôt de la Traîne, un début d'incendie mobilise même tout le village. Tous les gens des alentours sont venus. Et là, jamais je n'oublierai ce qui s'est passé parce qu'il y avait des vieux, il y avait des enfants, il y avait le seul cheval qui n'avait pas été réquisitionné, des gens en vélo. Et ils venaient parce que c'était... Je suis très émue et je suis contente de l'être parce que je ne voudrais pas que tout ça devienne plus vieux que Bouvines. Ce qui est important, c'est que l'idée de ces gens qui étaient prêts à donner leur vie pour que des petits-enfants puissent continuer à regarder la Joconde ou le scribe accroupi, c'était formidable. Il ne faut pas l'oublier. Mais depuis le début de la guerre, l'un des plus gros problèmes qui inquiète Jaugeard reste avant tout Vichy. Jaugeard n'est pas un conservateur, il est un haut fonctionnaire aux ordres d'un État qui collabore avec l'Allemagne. Les musées nationaux dépendent directement du ministère de l'Éducation nationale. Au gré des gouvernements successifs, il est donc sous l'autorité de ministres de plus en plus collaborationnistes. Abel Bonnard obtient le portefeuille de l'éducation en avril 1942. Académicien pommadé de la tête aux pieds, Bonnard a pris pour modèle l'Allemagne nazie. En proposant la nomination de Bonnard au maréchal Pétain, Pierre Laval, chef du gouvernement, fait le choix d'un collaborationniste radical. Face à l'hystérique Bonnard, Jaugeard doit redoubler de diplomatie et de stratégie politique. Pour agir librement, il joue même double jeu. Il doit remplir un formulaire sur les origines de ces différents gardiens et en particulier le nombre de parents ou de grands-parents juifs qu'ils peuvent avoir. Donc là, il est quand même immédiatement dans une situation assez délicate vis-à-vis de Vichy. Sa politique, dans un premier temps, c'est de répondre favorablement aux demandes. Donc il fait remplir les formulaires et il les renvoie tous. Et en même temps, il envoie les gardiens qui sont susceptibles dans une situation critique en zone sud, de manière à essayer de les protéger. Donc il y a une espèce de jeu de Jaugeard par rapport aux demandes de Vichy. Il y répond de manière à ne pas pouvoir être accusé sur ce sujet, et en même temps il met en place des stratégies de manière à ce que ce qu'on lui demande ne prête pas trop à conséquence. Le 2 août 1942, avec l'autorisation de Pétain,
un commando allemand s'empare de l'adoration de l'agneau mystique. Trésor national que la Belgique a confié à la France et que Jaugeard a mis en dépôt dans le Béarn. Un vol autorisé par le chef de l'État. Pour Jaugeard, la trahison est amère. Le rapport accablant qu'il adresse à Vichy est aux yeux de Pétain un désaveu risqué. Bonnard réclame sa tête. Mais le soutien du personnel fait barrage, le renvoi de Jaugeard provoquerait une démission collective. Bonnard, résigné, ne lui adresse qu'un blâme. Wolf Metternich, indigné lui aussi par le vol de l'agneau mystique, veut le restituer à Jaugeard et réclame une commission d'enquête. Pour le Reich, c'en est trop. Limogé sur le champ, Wolf Metternich est renvoyé dans son université de Bonn et doit quitter Paris. Jaugeard perd un complice et les œuvres, un ami. Il y a des combats qu'il n'est pas déshonorant de perdre. Ce qui est déshonorant, c'est de ne pas les livrer. Lorsqu'il sera licencié par ses supérieurs, le motif en sera conception de son devoir trop francophile. Voilà la clé du problème. Une nuit, j'entends des chuchotements et tout d'un coup, j'entends Jaugeard qui dit à mon père, et vous savez André, sans Metternich, je n'aurais pas pu obtenir ce que j'ai obtenu. Après le renvoi de Wolf Metternich, les vols et tentatives d'échange se multiplient. La règle internationale qui interdit la saisie des collections publiques est violée. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères d'Hitler, enlève quelques mois la Diane Aubin de Boucher. En 1944, Hermann Göring s'empare de la statue de Sainte-Marie-Madeleine. Jaugeard veut dénoncer le vol. Bonnard ne lui répond que par cette menace « Je vous ferai rentrer sous terre, vous comprenez ce que cela veut dire ?» Mais en hiver 1944, de nouveaux fronts s'annoncent et la guerre impose aux Allemands des affaires plus urgentes qui laissent à Jaugeard un répit. Ce même hiver 1944, Jaugeard est secrètement contacté par Alexandre Parodi. Après la mort de Jean Moulin, capturé par les Allemands, Alexandre Parodi lui a succédé à la tête du Conseil national de la résistance. Le débarquement se prépare. La localisation du patrimoine artistique est pour l'armée de l'ombre une priorité. Par prudence, un premier interrogatoire est fixé avec un intermédiaire. Sous le pseudonyme de Mozart, le secrétaire d'Alexandre Parodi rencontre donc Jaugeard. Ce que Jaugeard ignore, c'est que Mozart est blonde, qu'elle a de jolies jambes et qu'elle est célèbre. Mozart, dans le civil, s'appelle Jeanne Boitel. Comédienne au théâtre de l'Odéon, Jeanne Boitel a joué dans une trentaine de films, dont Chotard et compagnie de Jean Renoir et Remontons les Champs-Élysées de Sacha Guitry. Très tôt, elle a mis sa carrière en sommeil pour rejoindre la résistance. Sa notoriété sert d'écran à son activité clandestine. Jaugeard et Mozart se toisent. Dans une ville sans regard, se toiser, c'est déjà beaucoup. Et le charme de Jeanne opère sans anesthésie. L'homme a un cerveau, un cœur, un sexe, un estomac. Le cerveau n'est pas toujours l'organe prédominant. On peut s'égarer dans toutes les directions. Attention, Nourka. Sans vous, je préfère mourir. Oh, plus tard. Pour l'instant, danser et fermer plus bas. Pour être auprès de vous, j'escaladerai des précipices, je gravirai des montagnes, je braverai contre la mort. Vous m'étourdissez. Je commettrai un crime au besoin. Oh, taisez-vous. Dans Paris, les graffitis gaullistes fleurissent sur les murs. Des tickets de métro déchirés en forme de V
le V de victoire, sont jetés sur le sol occupé comme une invitation à rejoindre la résistance. Jaujard, lui, n'a pas attendu ce face-à-face avec Jeanne Boitel pour entrer dans la résistance. Sans doute par l'intermédiaire du Grand Orient de France, loge maçonnique à laquelle il appartient, il a rejoint le NAP, le noyautage des administrations publiques. Le NAP rassemble clandestinement des fonctionnaires d'État dissidents de Vichy. Résistants, ces fonctionnaires en poste servent d'informateurs. Il fait aussi partie du réseau Samson. Au Louvre, son appartement de fonction sert parfois de cache d'armes et le couple Jaujard y a déjà recueilli un membre du réseau pourchassé par la Gestapo. Si l'agent Mozart, en entrant au Louvre, avance en terrain conquis, Jeanne Boitel, en sortant du Louvre, prend congé d'un Jaujard qu'elle devine séduit. Malgré son moralisme un peu raide et sa réserve à midonner, Jaujard tombe amoureux de Jeanne. En quelques jours à peine, ils sont déjà amants et la vie de Jaujard devient une double vie. Mon bonheur, mon amour, quelle foutaise que la vie sans toi. Tout est vide, sans intérêt. Sans toi, il n'y a plus rien. Tu as tout absorbé. Tu es devenu le centre de tout, mon âme et ma raison. Dès que tu n'es pas là, près de moi, il n'y a plus qu'une attente, longue et fervente. Je t'aime, Jacques. Tante Jeannette m'a dit, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je suis devenu pour la première fois amoureux d'un homme exceptionnel. Il est directeur des musées nationaux, il a été sous-directeur, et elle m'a dit, comme sous-directeur, il a sauvé le Prado, comme directeur, il s'est occupé du plan d'évacuation des tableaux du Louvre, et notamment, il m'a raconté qu'avec sa petite voiture, il avait mis la Joconde à côté de lui, et il avait emporté la Joconde dans un château du sud de la France pour cacher la Joconde. Tandis que Jeanne Boitel et Jaujard s'aiment dans le plus grand secret, des chefs de dépôt entrent à leur tour en résistance. Pour le personnel des musées, les maquis du voisinage sont parfois menaçants. Le 6 février 1944, les résistants s'engouffrent au dépôt de Montal pour s'emparer des armes, des salaires des gardiens et de l'essence des autopompes à incendie. Mis en joue, René Huyghe parvient à les convaincre qu'ils se trompent d'ennemis, que patrimoine et patriotisme sont une cause commune. Les maquisards s'excusent et partent les mains vides, sans savoir que ce lieu abrite la Joconde. Pourtant, depuis 1942, Jaujard communique avec les Alliés. Transfert de dépôts, localisation de zones de combat, les messages qu'il échange grâce à Radio Londres restent des armes décisives. Avant le débarquement du 6 juin 1944, les informations qu'il leur a transmises permettent aux Alliés de distinguer les dépôts des autres châteaux occupés par l'armée allemande. Les aviateurs américains confirment aussi que les immenses inscriptions au musée du Louvre, fabriquées par le personnel, sont parfaitement lisibles. Inscriptions qui, vues du ciel, s'étalent sur les pelouses des dépôts comme les légendes d'une carte grandeur nature. Mais les combats au sol font à présent trembler les œuvres. Tous les dépôts sont maintenant sous la menace de tirs croisés. Au château de Valençay, après un affrontement entre miliciens et résistants FFI, la commandante Tour envoie 300 soldats en expédition punitive. Le 12 août 1944, les portes du dépôt qui abrite la Vénus de Milo sont défoncées. Le personnel du musée est allongé sur la pelouse. Une rafale de mitraillettes abat un des gardiens. Il faut un danger collectif de mort pour que le meilleur ou le pire de chacun apparaisse. Alors il n'est plus que deux catégories d'hommes. Ceux qui pensent aux autres autant ou plus qu'à eux-mêmes, et ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes au point de pouvoir nuire aux autres. C'est le moment où l'on découvre que les critères de la vie normale sont sans profondeur,
que la seule grandeur humaine est dans l'aptitude au sacrifice. Mais pourrait-on clairement dire pourquoi? Les combats se multiplient. Sur ordre de Jaugeard, pour informer les troupes du contenu des châteaux, des affiches sont rédigées en anglais et installées à chaque entrée. À Paris, les Allemands sont sur la défensive. Le 24 août 1944, la 2e DB du général Leclerc entre dans la capitale. Jaugeard, avec panache, fait lever le drapeau français sur les toits du musée cerné par les tirs d'obus, tandis que le personnel s'est replié dans l'abri de béton fabriqué au sous-sol. Rue après rue, la bataille de Paris éclate. Des fenêtres du Louvre, malgré les tirs nourris, Jaugeard est aux premières loges. Chars allemands, troupes alliées et FFI se battent quai de Seine et au jardin des Tuileries. Après leur capitulation, 600 prisonniers allemands sont détenus dans la cour carrée du Louvre. Place de la Concorde, un obus perfore le musée de l'Orangerie et déchire les nymphéas de Monet, rare œuvre intransportable qui avait dû rester à Paris. Le 25 août 1944, le général de Gaulle déclare « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. » Alors qu'il descend les Champs-Élysées, les derniers combattants allemands embusqués sur les toits place de la Concorde tirent dans la foule, qui s'enfuit, rue de Rivoli, en direction du Louvre. Les 600 prisonniers allemands enfermés dans la cour entendent la clameur et paniquent à l'idée que cette foule vienne les lyncher. Ils défoncent les portes et se dispersent dans le musée. Deux d'entre eux parviennent même à se cacher dans la cuve funéraire de Ramsès III. Des résistants de la dernière heure accusent Jaugeard d'avoir accueilli ces prisonniers à l'intérieur du Louvre. Preuve édifiante, selon eux, d'intelligence avec l'ennemi. Conduit à la mairie du 1er arrondissement, sous la menace d'une arme et sous un flot d'insultes, Jaugeard est vite secouru par le conservateur Robert Ray, lui aussi membre du NAP et pionnier de la résistance qui plaide en sa faveur et obtient des excuses publiques. Le soldat qui tua Archimède est dans toutes les foules. L'impression de mourir n'offre un intérêt que si l'incident nous a permis de voir l'émotion d'un ami. L'incident est clos. Enfin, la guerre s'achève. Sauf pour Rose Valland. Sous l'uniforme de capitaine, elle rejoint les forces alliées en Allemagne et met à leur disposition les notes rédigées sur ordre de Jaugeard. Ces registres des mouvements opérés au jeu de paume permettent de retrouver plus de 45 000 œuvres dissimulées dans des galeries souterraines. La statue de Marie-Madeleine est découverte intacte dans une des résidences de Göring. Rose Valland localise aussi le polyptyque de l'adoration de l'agneau mystique, entreposé dans une mine de sel. Après le massacre des 6 millions de victimes des camps de concentration, des milliers d'œuvres spoliées sont à présent déchargées des trains dans lesquels leurs propriétaires ont été déportés. Les collections publiques mettront, elles, plus de 4 ans pour regagner enfin les musées qu'elles avaient dû fuir. Aucune œuvre n'a été endommagée
dans aucun dépôt. Et comme dit ma mère, de clou à clou, tout est revenu. C'est quand même extraordinaire. Avant même le retour des œuvres, Jaujard, médaillé de la Résistance, est nommé directeur général des Arts et Lettres. Je vois le moment où il a été fait Grande Croix de la Légion d'honneur et où je lui ai dit, c'est peut-être le seul moment où j'ai pu lui dire, je pense, Jacques, que cette décoration est bien méritée à cause de vos activités dans la Résistance. Il ne m'a pas répondu. Sa liaison avec Jeanne Boitel, elle aussi décorée, est de moins en moins clandestine. En 1946, Jeanne est enceinte. Jaujard et son épouse divorcent. Jeanne Boitel deviendra Madame Jaujard 12 ans après la naissance de leur fils, François-Xavier. À la demande de Jaujard, Wolf Metternich, en récompense de son soutien, est décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle au cours d'un voyage officiel en 1952. Un dîner au restaurant Le Drouan permettra des années plus tard de réunir à nouveau Wolf Metternich et Jaujard sous les applaudissements des anciens chefs de dépôt. En 1959, Jaujard est nommé secrétaire général du ministère de la Culture, que de Gaulle confie à son ami Malraux. Monsieur Malraux, 2 premières fois. André Malraux, l'écrivain superstar, a pourtant échappé de justesse à 3 ans de prison ferme en 1923 pour le vol des bas-reliefs qu'il avait arrachés du temple de Bantesrey au Cambodge. Jacques Jaujard, gardien du trésor, au service de Malraux, grand ministre et ancien petit vandale, l'ironie de l'histoire s'invite juste avant la fin. Une histoire qui finit bien est une histoire inachevée. Des budgets à l'intendance, il planifie tous les chantiers du nouveau ministère. Malraux, que Jaujard admire, le congédie pourtant sans élégance en avril 1966, après 8 ans de loyaux services. Un matin, à 71 ans, c'est en entrant dans son propre bureau qu'il se trouve nez à nez avec son remplaçant. Il demande audience au ministre. Malraux répond qu'il veut du neuf, du nouveau, du moderne, mais lui promet un titre honorifique auquel Jaujard semble croire. Il attendra des mois que le téléphone sonne. Malraux n'appellera pas. J'ai essayé de le joindre au téléphone alors que j'étais à Stockholm, mais il a décroché et il m'a dit « Ah, c'est Jean, mais je suis obligé de te laisser parce que j'attends le coup de téléphone d'André Malraux. » Et il a raccroché très vite. Vraiment, cet homme qui ne vivait, à partir de cet instant-là, qui ne vivait que dans l'espoir qu'André Malraux allait lui téléphoner et qu'il pourrait continuer à servir l'État. Après 10 mois d'attente, Jacques Jaujard démissionne. Il meurt le 22 juin 1967 d'une embolie pulmonaire et probablement de chagrin. Malraux, qui l'a mis à la porte, fait baptiser de son nom une porte du Louvre donnant sur les jardins. Si nous mourons vieux, nous mourrons comme l'arbre, sans feuilles et sans oiseaux. Je ne suis pas parmi tant de rescapés d'eux-mêmes. Je suis ma victime. Depuis, Jacques Jaujard s'est fait oublier. Les héros très discrets restent toujours hors champ. Ce portrait de mémoire lui aura redonné peut-être, à défaut d'une place dans l'histoire, au moins une place sur la photo.